26 octobre 1929. Un vent froid venu de l'East River traverse les rues étroites du Lower East Side, charriant avec lui l'odeur du charbon et des légumes pourris du marché. À l'intérieur d'un établissement caché, derrière la façade discrète d'un bureau de tabac, l'air est épais et chaud. Il est saturé des arômes de fumée de cigares, de whisky renversé et de lourds parfums italiens. À travers la brume bleu-gris, des lampes aux abat-jours en verre projettent une faible lueur, jetant de longues ombres sur les visages des hommes rassemblés autour de tables rondes. Ici, dans ce bar clandestin, les mots sont prononcés à voix basse, et les regards en disent plus que n'importe quel cri. À une table dans le coin le plus éloigné est assis un homme dont l'immobilité attire plus l'attention que les gestes bruyants de ses compagnons. Son nom est Vito Genovese. Il n'a que 31 ans, mais ses yeux sombres et enfoncés ne portent aucune de l'insouciance de la jeunesse. Un feu froid et calculateur brûle en eux. Il est petit, trapu et vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé qui ne peut dissimuler la puissance de ses épaules et de ses bras. Il écoute en silence pendant que son patron, Giuseppe, Joe le boss, Masseria, pontifie bruyamment au sujet des territoires et des profits du trafic d'alcool. Masseria, corpulent et satisfait de lui-même, agite une main potelée, ornée d'une bague massive, prenant une longue gorgée du whisky écossais que les hommes de Vito avaient livré de la frontière canadienne la nuit dernière. Vito ne regarde pas son patron. Son regard balaie la pièce, évaluant chaque homme présent. Il y voit de la loyauté, de la peur et, plus important encore, de la faiblesse. À ses côtés est assis son vieil ami et compatriote, Charles Lucky Luciano. Luciano, contrairement au vieux Masseria, se comporte comme un homme d'affaires moderne. Ses mouvements sont fluides, son regard perçant. Il capte le hochement de tête furtif de Vito, un mouvement presque imperceptible qui signifie que tout est sous contrôle. Ils comprennent tous deux que l'ère des gangsters à l'ancienne, moustachus, comme Masseria et son ennemi juré, Salvatore Maranzano, touche à sa fin. La guerre entre ces deux patrons, la guerre Castellamarese, macule déjà les rues de New York de sang, mais pour la nouvelle génération, ce n'est qu'un tremplin vers la création de quelque chose de plus grand, de plus efficace. Ce soir-là, la discussion porte sur les syndicats des dockers. Les hommes de Maranzano tentent de prendre le contrôle du chargement et du déchargement des navires à Brooklyn, écartant les équipes de Joe the Boss. Masseria crie, de la salive volant de ses lèvres, promettant de noyer les Siciliens dans la rivière. Vito, cependant, ne voit pas qu'une simple bagarre pour un quai. Il voit un système. Le contrôle du syndicat signifie le contrôle de chaque caisse qui sort d'un navire. Il ne s'agit pas seulement de contrebande. C'est la capacité d'arrêter les expéditions, de faire chanter les propriétaires d'entrepôts, d'installer vos propres hommes à des postes clés. C'est un pouvoir bien plus durable que le profit de quelques caisses de gin illicite. Lorsque la réunion se termine et que Masseria s'éloigne en titubant, flanqué de ses gardes du corps, Vito et Luciano restent à table. « Il se fait vieux et bruyant », dit Vito à voix basse, sans regarder son compagnon. Sa voix est grave et rocailleuse, comme s'il forçait les mots à travers la pierre. Luciano hoche lentement la tête, allumant une cigarette. La fumée s'enroule autour de son visage. La vieillesse rend les hommes négligents, et un grand bruit attire l'attention indésirable. Ils se comprennent sans avoir besoin de plus de mots. L'empire qu'ils construisent ne peut être soutenu par la force brute et des guerres interminables pour la crédibilité de la rue. Il a besoin d'un fondement de peur, d'argent et d'influence politique. Il a besoin d'une organisation, structurée comme une entreprise, où chacun connaît sa place et sa part. Et dans cette nouvelle structure, il n'y a pas de place pour des patrons lunatiques et myopes qui pensent en termes d'une seule rue ou d'un seul quartier. Même alors, Vito Genovese considérait la ville entière comme son domaine. Il savait que pour que le loup règne sur la meute, les vieux alphas devaient mourir, et il était prêt à leur arracher personnellement la gorge. Il lève son verre, rempli de vin italien sombre. « À l'avenir », dit-il, et dans la pénombre,
Ses yeux brillent d'anticipation. Un avenir qu'il construira sur les os de ses ennemis et de ses maîtres. 15 avril 1931. Le soleil inonde la promenade de Coney Island, mais la brise marine chargée de sel apporte un frisson. À l'intérieur du restaurant Nuova Villa Tamaro, le temps semble s'être arrêté. L'odeur de l'ail, de la sauce tomate et du poisson frit flotte dans l'air, se mêlant à l'arôme du vin bon marché. Joe the Boss Masseria, adossé à sa chaise, consomme une assiette massive de spaghettis aux palourdes avec un grognement satisfait. La sauce tache sa magnifique moustache et sa chemise blanche immaculée, mais il s'en moque éperdument. Il se sent le maître du monde. La guerre castellamarese touche à sa fin et il est certain de sa victoire. En face de lui est assis Charles Luciano, remuant calmement le café dans sa tasse. Il est le seul à garder son sang-froid en présence du patron bruyant et vulgaire. Après leur repas, ils commencent à jouer aux cartes. Masseria claque ses cartes sur la table, riant quand il gagne et maudissant quand il perd. Luciano joue en silence, son visage est un masque indéchiffrable. À cet instant précis, Vito Genovese se trouve à plusieurs pâtés de maison, à l'intérieur d'une Ford noire garée. Il ne fume pas, il ne parle pas. Il est simplement assis derrière le volant et regarde l'horloge. Chaque minute qui passe tend ses nerfs comme un fil. Il ne doute pas de Luciano, mais il déteste attendre. Il déteste dépendre des actions des autres quand il pourrait lui-même le faire plus vite et plus proprement. À côté de lui, sur le siège, reposent 3 revolvers de calibre 38, enveloppés dans un chiffon huilé. À l'intérieur du restaurant, Luciano jette ses cartes. « Zut, Joe, tu m'as encore battu », dit-il avec un léger sourire. Il se lève de table. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ne commencez pas sans moi. » Masseria se contente de faire un geste dédaigneux de la main, ses yeux déjà fixés sur ses cartes, anticipant la prochaine main. C'est le signal. Le moment qu'ils attendaient depuis des mois. Dès que la porte des toilettes se referme derrière Luciano, la porte d'entrée du restaurant s'ouvre en grand. 4 hommes entrent. Ils se déplacent rapidement et silencieusement, comme des ombres. Ce sont Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis et Benjamin Bugsy Siegel. Leurs visages sont cachés sous les bords de leurs chapeaux, mais leurs mouvements trahissent une confiance mortelle. Le propriétaire du restaurant et quelques clients se figent de terreur, se transformant en statues vivantes. L'air explose dans un rugissement assourdissant. Le temps, qui s'écoulait si lentement, se comprime en un instant unique et tonitruant. La table où Masseria était assis est renversée, cartes et assiettes se dispersant sur le sol. Joe the Boss tente de se lever, les yeux écarquillés d'étonnement et de trahison. Il n'a même pas le temps de dégainer son propre pistolet. 6 balles de calibre 38 déchirent son corps massif, traversant son cher costume et sa chair. Il s'effondre sur le sol, son sang se mêlant au vin renversé et à la sauce tomate. Dans sa main morte, il serre la dame de pique. Les 4 hommes armés, sans prononcer un mot, se retournent et disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. 1 minute plus tard, Luciano émerge des toilettes. Il regarde avec une horreur exagérée le corps de son patron. Les gens en paniquent. Lorsque la police arrive 10 minutes plus tard, il déclare calmement qu'il n'a rien vu. Il était aux toilettes et n'a entendu que le fracas. Ce soir-là, Vito Genovese n'a pas célébré. Il a simplement nettoyé son revolver, l'a huilé et l'a rangé. Une pièce avait été retirée de l'échiquier, mais un autre roi restait encore, Salvatore Maranzano, qui s'était autoproclamé « boss de tous les boss ». Vito savait que ce titre était éphémère. Dans le nouveau monde qu'il construisait, il n'y aurait pas de roi. Il y aurait un conseil d'administration, une commission. Et lui, Vito, y prendrait sa place. Il avait passé son baptême par le sang et il aimait ce goût. 10 septembre 1931. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur les immeubles de bureaux de Midtown Manhattan.
au 9e étage du Helmsley Building, au 230 Park Avenue, Salvatore Marenzano est assis derrière un grand bureau en acajou. Son bureau ressemble plus à une salle du trône, méticuleusement décorée, pour évoquer la puissance d'un empereur romain. Marenzano, un homme imprégné des traditions du vieux monde de Sicile, se considère comme le nouveau César de la pègre de New York. Il a des cartes sur les murs, divisant les entreprises criminelles de la ville en territoires pour ses 5 familles nouvellement sanctionnées. Il a vaincu Masseria et croit maintenant détenir le pouvoir absolu. Il ne réalise pas encore que sa foi dans les titres et les cérémonies est une vulnérabilité fatale. Alors que Marenzano explique sa vision à un subordonné, la porte de son bureau s'ouvre. Son garde du corps suppose qu'il s'agit d'un autre visiteur prévu. Au lieu de cela, 4 hommes font irruption, prétendant être des agents du Trésor menant un raid. Ce ne sont pas des agents fédéraux. Ce sont des assassins juifs engagés par Meyer Lansky et Luciano, choisis parce que les hommes de Marenzano ne les reconnaîtraient même pas. Ils désarment rapidement les gardes. Au même moment, dans le couloir à l'extérieur, un autre homme attend avec une mallette. Son nom est Tommaso Lucchese, et il est là pour identifier la cible. Il désigne la porte de Marenzano, puis s'éloigne rapidement. Les assassins prennent d'assaut le bureau. Marenzano, surpris, se lève de sa chaise. Avant qu'il ne puisse réagir, ils sont sur lui. Ils le poignardent à plusieurs reprises avec des couteaux avant de finir le travail avec une salve de coups de feu. Le règne du boss de tous les boss ne dure pas moins de 6 mois. Le dernier des Mustache Pete de l'ancien monde est mort et le chemin est dégagé. Dans le sillage, la commission est formée. Un conseil des chefs des grandes familles criminelles conçu pour arbitrer les différends et réglementer le crime organisé à travers le pays. Luciano en est le président de facto et Vito Genovese, en tant que son sous-chef, est au cœur de cette nouvelle structure de pouvoir. Les années 30 deviennent leur âge d'or. Vito n'est plus un simple exécuteur de rue. C'est un homme d'affaires avisé et impitoyable. Son domaine principal devient Greenwich Village, mais son influence s'étend bien au-delà. Il plonge dans les raquettes avec un génie méthodique. Il perfectionne le système de prêts usuraires, prêtant de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants à des hommes d'affaires désespérés et à des joueurs, puis s'emparant de leurs entreprises lorsqu'ils ne parviennent inévitablement pas à payer. Ces équipes prennent le contrôle du Fulton Fish Market, dictant les prix et détournant les bénéfices de chaque transaction. Mais son véritable génie réside dans le racket syndical. Il comprend que le contrôle des syndicats est plus rentable et moins risqué que la vente d'alcool illicite. Ces hommes de main, comme le tristement célèbre Anthony Tony Bender Strollo, infiltrent les syndicats représentant les ouvriers du vêtement, les chauffeurs de camions et les dockers. Ils contrôlent les élections, détournent les fonds de pension et utilisent la menace de grève pour extorquer de l'argent à des entreprises légitimes. L'opération de Vito est une machine bien huilée de violence et de corruption. Il établit un vaste réseau de tripots clandestins, des jeux de dés dans les arrière-salles des clubs sociaux, des parties de cartes à enjeux élevés dans des suites d'hôtels et un vaste système de loterie clandestine qui exploite les travailleurs pauvres de la ville. Chaque centime remonte, à travers une hiérarchie complexe de soldats et de capots, jusqu'à atteindre Vito. Il devient incroyablement riche, mais il ne l'étale jamais. Contrairement aux gangsters flamboyants de l'ère de la Prohibition, Vito cultive une image d'autorité calme et menaçante. Il achète une maison modeste dans le New Jersey, conduit une voiture discrète et parle d'une voix basse et délibérée. Mais ses yeux ne manquent rien. C'est un prédateur qui comprend la valeur du camouflage. Son comportement calme rend les éclairs soudains de sa colère violente d'autant plus terrifiants. Un subordonné qui ne parvient pas à atteindre son quota pourrait se retrouver battu avec un tuyau en plomb dans une ruelle sombre. Un rival qui empiète sur son territoire pourrait simplement disparaître. Son corps, jamais retrouvé. La réputation de brutalité de Vito assure une loyauté indéfectible, née non pas du respect, mais de la peur pure et simple. Il construit un empire non seulement sur l'argent, mais sur la certitude que traverser Vito Genovese équivaut à une condamnation à mort. À 1937. Les vents politiques à New York ont changé.
Un procureur spécial implacable nommé Thomas E. Dewey a déclaré la guerre au crime organisé et sa cible principale est Charles Lucky Luciano. L'enquête de Dewey sur les réseaux de prostitution aboutit à la condamnation de Luciano et à une peine de 30 à 50 ans de prison. Avec le départ de Luciano, Vito Genovese devient le successeur naturel, le patron par intérim de la famille criminelle la plus puissante d'Amérique. Pendant un instant, il se tient au sommet du monde souterrain qu'il a contribué à créer, mais la même tempête qui a emporté Luciano se rassemble maintenant autour de lui. Le bureau de Dewey commence à examiner une affaire de meurtre datant de 1934, le meurtre d'un joueur de petite envergure nommé Ferdinand Lombre Boccia. Des témoins, terrifiés pendant des années, sont maintenant pressés de parler. L'un d'eux, un homme de main de bas niveau nommé Ernest Le Faucon Rupolo, cède sous la pression et nomme Vito Genovese comme l'homme qui a ordonné l'assassinat. L'inculpation est rapide. Vito, le maître de l'art de rester dans l'ombre, se retrouve soudainement son nom placardé en première page de tous les journaux de la ville. Il connaît la réputation de Dewey. Le procureur ne lance pas une affaire s'il n'est pas certain de pouvoir la gagner. Vito n'attend pas les menottes. Il prend une décision qui définira le chapitre suivant de sa vie. Avec environ 750 000 $ en espèces, entassés dans des valises, il fuit les États-Unis. Il voyage en Italie, la patrie qu'il a quittée, enfant. Il s'installe dans la ville de Nola, près de Naples, un endroit où le nom de Genovese commande encore le respect, et où les lois américaines d'extradition forment un enchevêtrement bureaucratique complexe. En Italie, Vito ne mène pas la vie tranquille d'un homme en fuite. Il utilise sa richesse et ses relations pour s'attirer les faveurs du régime fasciste de Benito Mussolini. Il fait de généreux dons au parti fasciste, se lie d'amitié avec des hauts fonctionnaires et finance même la construction d'une nouvelle centrale électrique à Nola, ce qui lui vaut l'une des plus hautes distinctions civiles italiennes. Il devient un puissant opérateur du marché noir, bâtissant un nouvel empire en fournissant des biens à l'armée italienne et en détournant des profits considérables. Il mène une vie de roi, loin de la portée de Thomas Dewey. Il trouve même le temps d'ordonner le meurtre de Carlo Tresca, un rédacteur en chef d'un journal antifasciste à New York, en guise de faveur à Mussolini. L'assassinat est exécuté par un tueur du vieux quartier, un message clair que la portée de Vito est toujours longue. Puis, en 1943, le monde bascule. Les forces alliées, menées par les Américains, envahissent l'Italie. Le régime de Mussolini s'effondre. Dans le chaos, Vito, toujours opportuniste, change d'allégeance. Il se présente au gouvernement militaire américain comme un antifasciste fervent et un atout local précieux. Grâce à sa connaissance du terrain et à sa maîtrise de la langue italienne, il devient rapidement un interprète et un conseiller indispensable pour le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Il est mis à la tête d'un vaste dépôt de ravitaillement, poste qu'il utilise pour orchestrer l'une des plus grandes opérations du marché noir en Italie pendant la guerre, volant camions, essence et nourriture directement à l'armée américaine et les vendant pour une fortune. Sa nouvelle vie de corruption protégée prend fin brutalement à l'été de 1944. Un agent perspicace de la division des investigations criminelles de l'armée, le sergent Orange C. Dickey, remarque les énormes écarts dans les fournitures et commence à enquêter. Malgré les menaces et le mutisme de ses supérieurs, dont beaucoup sont probablement payés par Vito, Dickey découvre l'ampleur massive du vol. Il arrête Vito Genovese. La nouvelle crée une onde de choc. L'ancien parrain redouté de la mafia de New York se retrouve à travailler pour l'armée américaine tout en la dépouillant. Rapatrié aux États-Unis enchaîné en 1945, Vito arrive pour enfin faire face à l'accusation de meurtre de 1937. Il est confiant, presque arrogant. Après tout, l'affaire a près de 10 ans. Les témoins ont tendance à disparaître. 11 juin 1946. L'air à l'intérieur du palais de justice du comté de Kings à Brooklyn est vicié et lourd de la chaleur estivale. Vito Genovese est assis à la table des accusés, paraissant plus petit et moins imposant que les légendes ne le suggéraient.
Il est vêtu d'un simple costume sombre, son visage est un masque placide. Il semble calme, presque ennuyé, tandis que le procureur expose l'affaire de l'État contre lui pour le meurtre de Ferdinand Boccia. Il chuchote occasionnellement à son avocat, son expression ne changeant jamais. Pour un observateur occasionnel, il n'est qu'un homme pris dans les rouages du système judiciaire. Mais dans les ombres de la pègre de la ville, une campagne silencieuse et brutale est déjà en cours. Le dossier de l'État repose sur le témoignage de 2 témoins clés, Ernest Rupolo, l'homme dont les aveux ont conduit à l'inculpation de Vito, et Peter Latempa, un autre associé de la mafia qui a affirmé avoir été le chauffeur de fuite du tueur à gages. Sans eux, le procureur n'a que des preuves circonstancielles et de vieilles rumeurs. Vito le sait, il sait aussi que les rouages de la justice peuvent être arrêtés avec une application adéquate de la peur. Quelques semaines avant le début du procès, Peter Latempa est placé en détention préventive dans une cellule de prison de Brooklyn. Il est terrifié, conscient que son témoignage signera son propre arrêt de mort. Il se plaint d'une rage de dents, une douleur lancinante qui semble s'aggraver chaque jour. Les gardiens de prison, par négligence ou par corruption, autorisent la livraison d'un colis. À l'intérieur se trouve une bouteille de médicaments antidouleur. Latempa, désespéré de trouver un soulagement, prend les pilules. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort dans sa cellule. Le rapport du coroner indique la cause du décès comme une crise cardiaque, mais le moment est trop parfait. La rumeur dans la rue est plus directe. Les pilules étaient du poison. Le témoin vedette de l'État a été réduit au silence. Maintenant, tous les regards se tournent vers Ernest Rupolo. Il est le dernier pilier du dossier de l'accusation. Alors qu'il est introduit dans la salle d'audience pour témoigner, une tension palpable emplit l'air. Il a l'air émacié et pâle, ses yeux parcourant nerveusement la pièce, évitant le regard fixe et froid de Vito Genovese. Il monte à la barre, prête serment et commence son témoignage. Mais l'homme qui avait autrefois nommé avec assurance Vito comme l'architecte du meurtre est maintenant une figure hésitante et confuse. Son histoire change. Il contredit ses déclarations précédentes. Il affirme ne pas se souvenir de détails cruciaux. Il se trompe sur les noms et les dates, sa voix n'étant qu'un murmure. Le procureur, frustré et de plus en plus désespéré, essaie de le ramener à son témoignage original devant le grand jury. Mais cela ne sert à rien. La mémoire de Rupolo a été effacée. Ce que personne dans la salle d'audience ne sait officiellement, c'est que la famille de Rupolo a été visitée. Aucune menace explicite n'a été faite. Juste des conversations discrètes avec des hommes en costume sombre qui ont parlé de l'importance de la famille et de l'imprévisibilité de la vie. Ses associés lui ont rappelé le vieil code de l'omerta, la loi sicilienne du silence et les conséquences fatales de sa rupture. La peur dans ses yeux n'est pas seulement pour lui-même, mais pour sa femme et ses enfants. L'avocat de la défense déchire son témoignage lors de l'interrogatoire, dépeignant Rupolo comme un criminel de carrière peu fiable tentant de sauver sa peau en inventant des histoires. Sans Latempa pour corroborer son récit, et avec Rupolo lui-même devenu un désordre confus et contradictoire, le cas contre Vito Genovese s'effondre comme un château de cartes. Le juge, ne voyant aucune preuve crédible, n'a pas le choix. Il frappe son marteau, le son résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Affaire classée. Vito Genovese se lève. Il ne sourit pas. Il ne montre aucun signe de triomphe. Il ajuste simplement la veste de son costume, hoche une fois la tête à son avocat et sort de la salle d'audience un homme libre. Il a regardé dans le cœur du système judiciaire américain et l'a fait cligner des yeux. Il revient non pas en tant que fugitif, mais en tant que fantôme qui a échappé à la potence. Il est de retour à New York et la famille, qui avait été gérée en son absence par Frank Costello, est sur le point de sentir le retour de son véritable et sombre cœur. 2 mai 1957. Le hall du 115 Central Park West est une étude d'élégance tranquille. Les sols en marbre brillent sous la douce lumière des lustres en cristal et un portier en uniforme monte la garde près de l'entrée, encadré de laiton.
Juste après 11 heures du soir, Frank Costello, le premier ministre de la pègre, traverse le hall en direction des ascenseurs. À 66 ans, il est l'image d'un homme d'affaires prospère et semi-retraité. Ses cheveux argentés sont parfaitement coiffés et son costume sur mesure témoigne de sa richesse et de son influence. Pendant des années, Costello a dirigé la famille Luciano, devenue la famille Costello, préférant la diplomatie et les connexions politiques à la force brute, un style qui lui a valu un immense respect, mais a également suscité du ressentiment parmi les capots de la vieille école qui regrettent l'époque du règne de fer. Au moment où Costello pénètre dans le hall, un autre homme le suit depuis la rue. Cet homme est grand et solidement bâti, son visage dissimulé par le bord de son chapeau. Il s'agit de Vincent, le Menton, gigante, un ancien boxeur et un soldat farouchement loyal de Vito Genovese. Il se déplace avec la détermination d'un prédateur, réduisant la distance avec Costello. Le portier, momentanément distrait, ne le remarque pas. Au moment où Costello atteint le groupe d'ascenseurs, Gigante lève un pistolet de calibre 38. « C'est pour toi, Frank », lance-t-il. Costello tourne la tête au son de son nom. Cette simple action réflexe lui sauve la vie. La balle, destinée à l'arrière de son crâne, effleure le côté de sa tête, creusant un sillon sanglant à travers son cuir chevelu et son oreille. L'explosion du coup de feu brise l'atmosphère sereine du hall. Costello trébuche, sa main volant à sa tête, en ressortant poisseuse de sang. Gigante, croyant peut-être sa cible mortellement blessée, se retourne et s'enfuit dans la nuit, disparaissant avant même que le portier n'ait pu réagir. Frank Costello survit, mais le message est aussi clair et dévastateur qu'un coup de grâce. Son règne est terminé. Il comprend les règles du jeu. Une tentative sur la vie d'un boss n'est pas une négociation, c'est une déclaration de succession. Il sait que c'est Vito qui a envoyé le tireur. Pendant une décennie, Vito avait patiemment attendu son heure, reconstruit sa base de pouvoir au sein de la famille, courtisé les factions violentes de la rue qui estimaient que Costello était trop mou, trop concentré sur ses affaires légitimes et ses manœuvres politiques. Vito considérait la finesse de Costello comme une faiblesse. Maintenant, il a fait son coup. Quelques semaines plus tard, un Frank Costello secoué cède officiellement le contrôle de la famille. Il est autorisé à prendre sa retraite, à conserver ses lucratifs intérêts dans le jeu et ses affaires légitimes, un geste de clémence qui est davantage une manœuvre calculée de Vito pour éviter une guerre totale. La famille est maintenant la sienne. Il est enfin le patron incontesté. Le nom sur la porte change de Luciano à Costello, et maintenant à Genovese. Vito commence immédiatement à consolider son pouvoir, remodelant la famille à son image impitoyable. Il promeut des loyalistes comme Gigante et Anthony Strollo. Il resserre son emprise sur les syndicats, le front de mer et le vaste réseau d'opérations de jeu et d'usure. Il règne d'une main de fer et d'une suspicion paranoïaque envers tous ceux qui l'entourent. Contrairement à Costello, qui aimait les feux de la rampe, Vito opère dans l'ombre, sa présence se faisant plus sentir que voir. Il tient audience non pas dans de bons restaurants, mais dans les arrière-salles de clubs sociaux ou depuis sa maison d'Atlantic Highlands, dans le New Jersey. Son ambition, cependant, s'étend au-delà de sa propre famille. Il pense que toute la commission, le syndicat national du crime, s'est ramollie sous l'influence d'hommes comme Costello et Albert Anastasia, le brutal chef de la famille Mangano. Vito veut être plus qu'un patron. Il veut être le mafieux le plus puissant d'Amérique, le patron de facto de tous les patrons. Il commence à forger des alliances, complotant pour éliminer ses rivaux. Sa prochaine cible est Anastasia, le bourreau en chef lui-même. Vito forme un pacte secret avec Carlo Gambino, l'ambitieux sous-chef d'Anastasia. Ensemble, ils tendent un piège à l'homme qui fut autrefois le partenaire de Vito dans le meurtre de Joe Masseria. L'équilibre du pouvoir à New York est sur le point d'être brisé une fois de plus, et Vito Genovese tient le marteau. 25e octobre 1957.
Le barbier au niveau inférieur de l'hôtel Park Sheraton à Manhattan est une oasis de calme masculin. L'air sent le bay rum, la poudre de talc et la mousse chaude. Le sifflement de la vapeur des chauffe-serviettes offre un contrepoint apaisant au bourdonnement lointain du trafic de la 7e avenue. Albert Anastasia, le patron de ce qui fut autrefois la famille Mangano, s'affale dans le fauteuil de barbier numéro 4, un homme corpulent se détendant dans un rituel familier. À 55 ans, il est toujours une figure redoutable, avec un cou de taureau et des yeux qui promettent une violence rapide et impitoyable. C'est l'homme qui dirigeait Murder Incorporated, le bras armé de la mafia, un homme personnellement responsable de dizaines de morts. En cet instant, cependant, enveloppé dans une blouse blanche avec une serviette chaude sur le visage, il n'est qu'un client. Il est vulnérable. Son garde du corps, une précaution qu'Anastasia ne néglige jamais, décide de faire un tour. Peut-être pour vérifier la voiture, ou simplement pour se dégourdir les jambes, laissant sa patronne sans surveillance pendant quelques minutes critiques. Le barbier, Joseph Bocchino, travaille avec diligence, préparant son rasoir droit. 2 autres barbiers s'occupent de leurs propres clients. La manucure, à sa petite table, polit les ongles d'une cliente. C'est une scène de luxe banal, de milieu de journée. La tranquillité est brisée lorsque 2 hommes entrent dans le salon de coiffure. Ils sont tous 2 grands, vêtus de longs manteaux sombres et de chapeaux baissés. Des foulards couvrent la moitié inférieure de leur visage. Ils se déplacent avec une vitesse fluide et surnaturelle. Avant que quiconque ne puisse comprendre leur présence, ils sortent des pistolets de leurs manteaux. Les barbiers et les clients se figent, leur sang se glace. Les 2 hommes se dirigent droit vers la chaise, numéro 4. Ils ouvrent le feu. Le petit espace clos éclate dans une cacophonie de détonations tonitruantes. Les premières balles déchirent la serviette chaude et atteignent le visage et la poitrine d'Anastasia. Ils se cambrent vers le haut dans un rugissement de douleur et de rage, un taureau blessé essayant de se relever. La blouse blanche est instantanément tachée de cramoisie. Il arrache la serviette de son visage, ses yeux sauvages de disbelief et de fureur. Il se pousse de la chaise, renversant un plateau de matériel de rasage, et titube vers les 2 hommes armés. Mais dans son état désorienté et mourant, il se trompe sur leur position. Il voit leur reflet dans le grand miroir qui tapisse le mur et se jette sur les images, ses mains puissantes atteignant des fantômes. Les hommes armés, imperturbables, continuent de tirer. D'autres balles déchirent le dos et le flanc d'Anastasia. Il s'effondre finalement sur le sol à damier en tas, sa vie s'écoulant sur le linoléum frais. L'attaque entière dure moins de 30 secondes. Les 2 assassins, leur besogne terminée, se retournent et sortent calmement du salon de coiffure, se fondant à nouveau dans la foule anonyme de la ville. Ils ne seront jamais identifiés. À l'intérieur, le chaos règne. Les barbiers et les clients crient. Joseph Bocchino, le barbier, est en état de choc. Ses mains tremblent. Le grand bourreau gît mort sur le sol d'un salon de coiffure d'hôtel. À des kilomètres de là, Vito Genovese déjeune avec plusieurs de ses capots, établissant un alibi inébranlable. Lorsqu'on lui annonce la nouvelle, son visage ne montre aucune surprise, seulement une sombre satisfaction. Le second roi a été retiré de l'échiquier. Carlo Gambino, le sous-boss d'Anastasia et co-conspirateur de Vito, prend rapidement le contrôle de la famille désormais sans leader, lui promettant loyauté et soutien. Avec Costello à la retraite et Anastasia mort, Vito Genovese se retrouve seul au sommet de la pègre new-yorkaise. Il est le parrain le plus craint et le plus puissant de la nation. Pour officialiser son nouveau statut, pour établir la loi de sa nouvelle ère, il décide de convoquer un grand sommet, une réunion de tous les grands parrains des familles mafieuses à travers les États-Unis. Il choisit un endroit isolé et reculé dans le nord de l'État de New York, dans la demeure d'un mafieux de confiance nommé Joseph Barbara. Ce devait être son couronnement. Au lieu de cela, ce sera le début de sa fin. 14 novembre 1957. L'air vif de l'automne au-dessus de la petite ville rurale d'Appalachin, New York, porte l'odeur de la fumée de bois et de la terre humide.
sur le vaste domaine de 63 acres de Joseph Joe le Barbier. Barbara, une scène d'immense pouvoir et de prestige se déroule. L'allée longue et sinueuse est bordée de Cadillacs, Lincolns et Imperials rutilantes, leurs plaques d'immatriculation d'autres États, témoignant de la portée géographique des hommes rassemblés ici. La fumée s'échappe d'une immense fosse à barbecue extérieur où des flancs entiers de bœuf rôtissent sur du charbon de bois. À l'intérieur de la luxueuse demeure de Barbara, et débordant sur les pelouses impeccables, se trouvent près d'une centaine des criminels les plus puissants des États-Unis. C'est le couronnement de Vito Genovese. Il se déplace parmi les invités, non pas en tant qu'hôte, mais en tant que roi recevant un tribut. Il y a Carlo Gambino de New York, Santo Trafficante Jr. de Floride, Sam Giancana de Chicago, et des dizaines d'autres, tous patrons ou membres haut placés de leurs familles respectives. Ils sont là pour reconnaître la suprématie de Vito, pour écouter ses plans pour l'avenir du syndicat national du crime et pour régler les différends sous son regard autoritaire. Pour Vito, c'est l'aboutissement d'une vie de complot, de trahison et de bain de sang. Il a enfin obtenu le titre que Maranzano avait si brièvement et foolishly revendiqué. Le patron de tous les patrons. Mais à des kilomètres de là, dans la petite ville endormie de Vestal, un calcul différent est en cours. Le sergent Edgar D. Croswell de la police de l'État de New York, un homme avec 20 ans d'expérience et un œil observateur, surveille le domaine Barbara depuis des jours. Il a trouvé suspect l'afflux soudain de réservations dans les motels locaux. Il a pris note lorsque le fils de Barbara a réservé des chambres pour ce qu'il a prétendu être des invités pour une convention. Puis est venu l'appel d'un boucher local concernant une commande massive de steaks de première qualité livrés au domaine. Croswell, un humble policier d'État, sans grandes illusions sur le crime fédéral, savait simplement que quelque chose n'allait pas. Il a une intuition de policier, qu'un rassemblement de cette taille, à cet endroit isolé, signifie des ennuis. Il appelle des renforts. Avec son partenaire, le trooper Vincent Vassisco et 2 agents du Trésor qui se trouvent dans la région pour traquer un contrebandier local, il élabore un plan simple et audacieux. Ils se rendent à la base de la longue route menant au domaine Barbara et dressent un barrage routier. C'est une action calme, presque anticlimatique. Une seule voiture de police garée en travers de la route. À l'intérieur du domaine, l'ambiance de fête est brisée par un unique messager paniqué. Une voiture transportant l'un des invités, envoyé en mission, a été arrêtée et renvoyée par des policiers d'État. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le rassemblement. Des flics. Un raid. L'illusion d'un secret impénétrable est instantanément détruite. La panique éclate. Ces hommes, maîtres de la violence et de l'intimidation, dirigeants d'empires urbains, sont réduits à des animaux acculés. Leur monde soigneusement construit de pouvoir et de peur se dissout dans une ruée chaotique vers l'évasion. La scène dégénère en une farce humiliante. Des hommes en costume de soie à $2000 et chaussures en cuir italiennes polies à la main plongent dans les bois denses et boueux entourant le domaine, tentant désespérément d'échapper au cordon de police. Ils déchirent leurs vêtements coûteux sur des buissons épineux et trébuchent sur des troncs d'arbres tombés. Sam Giancana, le redoutable chef de l'outfit de Chicago, est retrouvé caché dans un fossé. D'autres sont attrapés, essayant de pousser leur limousine hors des champs boueux. Vito Genovese, le nouveau roi couronné, est attrapé dans les bois, le visage égratigné, son costume ruiné, sa dignité en lambeaux. Le sergent Croswell et sa petite équipe rassemblent plus de 60 des plus grands gangsters du pays. Ils sont emmenés à la caserne de police locale, fouillés, identifiés et interrogés. Un par un, ils donnent tous le même alibi répété et ridicule. Ils avaient tous, par coïncidence, décidé de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres le même jour pour rendre visite à leur cher ami, Joe Barbara, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il ne se sentait pas bien.